c'est Philippe le Bel qui avait fait l'unification monétaire à la fin du XIIIe siècle. Ça fait 2 siècles d'effondrement par la suite. Pourquoi ? Parce que l'unification monétaire, ça ouvre la porte à tous les prédateurs. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont accumuler de façon totalement aberrante des quantités de monnaie fabuleuses, et puis vous avez le public, enfin le peuple qui lui est pompé dans cette affaire. Donc l'unification monétaire. Alors qu'est-ce qui risque de se passer ? C'est que maintenant, avec un terminal portable, vous pouvez faire des échanges. Vous avez déjà en Afrique, au Kenya d'abord, et puis maintenant dans l'Afrique francophone, c'est Orange qui est en train de faire ça. Vous avez déjà des moyens de paiement par téléphone dans lesquels on ne passe plus par les banques. C'est la compagnie de téléphone qui devient le banquier. Donc et puis quand il n'y a pas besoin d'une compagnie de téléphone, puisque vous pouvez faire les échanges par vous-même. Donc ça veut dire que la faculté de création de monnaie va peut-être être réappropriée par le public, par le peuple. Plus les monnaies alternatives, plus le crowdfunding, enfin on voit bien toute cette effervescence. Ça s'appelle effectivement les monnaies alternatives et le crowdfunding, en effet. C'est bien de ça qu'il s'agit. Alors bon, aujourd'hui encore, les institutions sont encore dans leur dignité avec les valeurs anciennes, mais tout ça vraisemblablement va s'écrouler. Oui. C'est qu'une question de décennies. D'une manière ou d'une autre. Donc la conscience, l'éducation, la monnaie. Et la monnaie, c'est plus important parce que nous ne sommes pas dans une société de religion. Nous sommes dans une société fétichiste. Le fétiche, c'est la monnaie aujourd'hui. C'est à ça qu'on se réfère tous les jours. Et en plus, évidemment, on ne peut pas ne pas s'apercevoir, quand on est un peu scientifique, que le discours économique est un discours qui ne tient pas la route sur le plan scientifique. Pourquoi ? Parce qu'on fait comme si la monnaie était un étalon, et on fait comme si le marché était un instrument de mesure. Or, ni l'un ni l'autre n'ont les caractéristiques voulues. On ne compte plus les mètres carrés de logement, les tonnes de produits, on compte, même dans le pétrole, où le baril de pétrole c'est quand même une unité, eh bien ça ne fait rien, les gens comptent avec de la monnaie. Donc ils ont complètement dévié. Oui, parce qu'on a la décorrélation du réel aussi. Ils sont décorrélés du réel. Alors, passons maintenant au pôle du bas, la relation avec la nature. Donc alors attendez, donc ce que vous décriviez là, c'était l'impact du nanoseconde, ce que vous avez appelé tout à l'heure nanoseconde, ou en tout cas cette nouvelle paramétrage du rapport au temps, en fait. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est l'autre, disons, complémentaire de ça, c'est la relation de l'espèce humaine avec la nature. Bon, alors là, on va avoir la COP 21 et la discussion sur l'effet de serre, la quantité de gaz carbonique qu'on largue dans l'atmosphère, le prix du CO2 et tout ça. La situation est un peu différente d'il y a quelques années pour une raison assez simple, c'est que d'abord les Chinois sont tellement embêtés avec la pollution de leurs grandes villes qu'ils commencent à se dire que c'est bien gentil d'accuser le reste du monde d'avoir pollué avant eux. Eux, ils polluent eux-mêmes et ils sont embêtés et donc ils changent un peu d'attitude. Et puis les Américains sont aussi un petit peu embêtés parce qu'il n'y a plus d'eau en Californie. Donc ils commencent à avoir les effets, les conséquences. Les effets directs chez eux de leur inconséquence. Ce qui ne les empêche pas quand même de forer l'Alaska et de continuer à fond sur le gaz de schiste. Oui, alors là, évidemment, c'est toujours le problème de la monnaie fétiche. Là.
Donc, qui nous amène, si on revient sur la notion de temps, qui nous amène à un excessif court temps, puisque c'est à la vitesse des flux monétaires. Totalement. Et qui est évidemment à l'opposé d'une prospective et d'une capacité à mener des changements pour perdurer dans le vivant. Totalement. Totalement. Mais là, je voudrais quand même signaler une question qui n'est pas négligeable, c'est que si vous regardez les anticipations, même à 2050, parlons pas de 2100, de la pluviométrie. Donc vous voyez moins de pluie en Afrique du Sud, moins de pluie au Mexique, moins de pluie en Espagne aussi, plus de pluie en Angleterre, plus en Russie. Et plus aussi dans certaines régions du Brésil. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire des migrations. Mais pas des migrations, quelques centaines de personnes qui se noient dans un bateau. C'est des millions, peut-être même des centaines de millions. Les migrations climatiques qui sont à gérer. Migrations climatiques. Alors, avec le système des États-nations que nous connaissons, ça ne passe pas. Parce que les États-nations, ils bloquent les frontières, ils essayent d'éliminer les migrations, ils pourchassent les méchants convoyeurs qui osent. Mais il faudrait quand même raisonner un petit peu plus que ça. C'est-à-dire, il y a 15 000 ans, le Sahara était une savane arborée. Les gens qui vivaient au Sahara à l'époque, c'est les fresques du Tassili, mais ils sont ailleurs. Ils ont migré, mais il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas d'État, et il n'y avait pas surtout 7 milliards et quelques d'humains pour essayer de résister. Alors en particulier, il y a un pays dans lequel la pluviométrie sera quand même, semble-t-il, assez nettement diminuée, c'est l'Inde. Donc 1 milliard et quelques d'humains concernés, ça va faire des effets. Alors ça, c'est la migration vers le nord, puisque la Sibérie devient beaucoup plus habitable à cause du réchauffement climatique. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la place en Sibérie. Alors il y a de la place en Sibérie, mais il faudra encore que les Russes soient d'accord. Vous avez raison, petit détail. On sait qu'il y a plusieurs millions déjà de Chinois qui ont passé la frontière pour aller faire de l'agriculture en Sibérie. Et pour l'instant, les Russes font semblant de ne pas voir. Quand on interroge les responsables sur place, ils disent oui, effectivement, il y a des Chinois. Bon. Et quand il y aura les Indiens, vous pensez que ça va les choquer davantage? C'est ça. Non, mais je veux dire, du point de vue de la gestion de la planète. C'est clair, on est dans quelque chose à gérer globalement, alors qu'on a des États et qu'on a des intérêts étatiques individuels et pas... Voilà. Il faudrait avoir une attitude un peu rationnelle par rapport à ça. Et qu'est-ce que c'est qu'une attitude rationnelle? C'est anticiper et organiser. C'est-à-dire, s'il y a besoin de créer des villes nouvelles ou des zones agricoles nouvelles dans certains endroits de la planète, bon, il faut l'anticiper. Et ce dont vous parlez là, c'est d'une gouvernance mondiale. Mais une gouvernance mondiale dont il faudrait qu'elle ait une conscience globale. Et pas une gouvernance mondiale, je veux dire, il y a... et pas particulière aux politiciens. Il y a des politiciens. tentatives. Il y a le G20, il y a Nations Unies, tout ça, ça existe. Hein. Oui, oui, mais c'est le niveau de conscience du pilotage de ces instances qui n'est pas en phase avec les enjeux. Je ne parle pas de Davos. Hein. Il y a un Chinois, la Wang Mingsong, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les guerres des monnaies ». Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. Il est absolument redoutable. Ceci dit, on revient à la question monétaire, parce que ce qui se passe actuellement, c'est que vous avez le traité de Lisbonne pour l'Europe. Le traité de Lisbonne, dans son article 123, explique que les États, pour se financer, doivent s'adresser au marché, c'est-à-dire aux banques. Voilà. Or, le marché ne sait financer que des choses rentables, c'est-à-dire qui vont rapporter de l'argent. C'est-à-dire que tout ce qui est des biens communs, les commons, il n'y a rien. Sauf qu'ils sont en train de les acheter pour les rendre justement
quelque chose qui va permettre d'avoir une valeur, une valorisation et un ROI à terme. Oui, ils font semblant. Mais j'entends bien ce que vous dites. Et de toute façon, si on a des pertes, si on a les immigrations climatiques et autres, c'est pas quelque chose qui a de la valeur. Normalement, les biens communs, ils sont financés par les États. Les États se financent par l'impôt. Hein. Or, les États sont mis en concurrence, notamment paradis fiscaux, concurrence fiscale, etc. Donc, les entreprises vont se mettre là où il y a le moins d'impôts, ce qui est assez logique. Donc les recettes des États diminuent au moment où il y a besoin d'investir dans les biens communs. Donc on est dans une contradiction totale dont on ne peut sortir qu'en disant on va créer de la monnaie autrement qu'en passant par les banques. C'est-à-dire que les États doivent retrouver une autonomie pour être en capacité de faire Du point de vue opérationnel, c'est possible. C'est possible de dire les banques centrales américaines, européennes, voire le FMI, pourraient allonger. Ils le font bien, le quantitative easing américain, ils en ont fait un paquet. Hein. Ils en ont fait autant que le PNB américain annuel. Donc c'est pas rien, c'est pas négligeable. Mais c'est quantitative easing pour les banques, hein, pas pour les biens, pour les commons. Hein. Donc le financement des biens communs de l'espèce humaine et ce qu'on vient de dire pour les migrations repose sur l'existence de biens communs d'une qualité suffisante pour accueillir une population quand même considérable. Oui, parce qu'il va falloir, il y a une question d'infrastructure, comment on accueille, où est-ce qu'on loge. Donc je dirais le problème de cette relation avec la nature renvoie à la première question qu'on posait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette affaire, la nanoseconde d'une part, et des conséquences financières, monétaires que l'on va avoir, parce qu'on dépasse le financier, là, on est dans le monétaire, c'est-à-dire la base même de ce qui comptabilise en quelque sorte les choses. Alors c'est une vraie bataille qui ne fait que commencer aujourd'hui, parce que vous avez quand même assez peu de monde, un peu plus qu'il y a quelques années, qui sont du côté des monnaies locales, mais ce n'est pas suffisant, les monnaies locales. Les monnaies locales, c'est une manière de reconstituer des autonomies. Oui, et puis ça passe surtout l'ampleur financière nécessaire pour répondre aux enjeux dont vous parlez. Absolument. Donc là, on est dans une nécessité de retrouver l'autonomie monétaire par État qui est bien au-dessus des crowdfunding et des monnaies locales. Par État ou au niveau du FMI, je veux dire, pourquoi pas, hein, puisqu'il y a une banque mondiale, il y a des organisations, jusqu'à présent, qui ont été complètement crispées sur la structure financière qui a été montée au début du XXe siècle, puisque c'est en 1913 que la Federal Reserve aux États-Unis, à l'issue d'un complot organisé par JP Morgan et Warburg, a servi de prêteur en dernier ressort, prêteur à qui? Aux banques. Parce qu'il y avait eu en 1907 une crise, une défiance du public américain. Les gens commençaient à retirer leur argent des banques. Alors là, un peu avant 1929 quand même, hein, déjà. Ah oui, 1907. 1907. Et le 1913, donc ils arrivent à faire voter la Federal Reserve, ce qui est le prêteur en dernier ressort. Donc les banques ne sont plus aussi menacées que par le passé, et donc elles vont pouvoir développer leurs activités. Alors on peut être très, très content de ce qui s'est passé par la suite, malgré effectivement les crises genre 1929, mais on est dans un système tout à fait keynésien dans lequel on met de l'argent pour l'activité économique, pas pour aménager la planète.